Bien, écoutez, merci beaucoup d'être venus si nombreuses et si nombreux pour ce débat avec Patrick Boucheron. Alors, c'est une grande première mondiale puisque le livre sort aujourd'hui. Voilà. Donc, quand l'histoire fait date, 10 manières de créer l'événement. Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Ce sont les 30 scénarios originaux donc, de l'émission qui a été diffusée sur Arte depuis 2017 et qui s'est arrêtée en 2020, c'est bien ça ? Et ensuite, tout à l'heure, on évoquera la suite, c'est-à-dire une nouvelle émission dont le premier épisode a été diffusé... oui, c'est ça, a été diffusé le 23 septembre dernier. Alors, c'est vraiment un livre passionnant. Autant les émissions étaient passionnantes, mais ce livre aussi est passionnant parce qu'il reprend en détail, en fait, les histoires qui ont été racontées à la télévision. 30 scénarios, donc, alors, c'est intéressant parce que une date, c'est pas un coup de cisaille comme ça dans une frise chronologique, c'est une sorte de nœud qu'il faut détricoter pour voir ce qui précède, pour voir ce qui advient, puisque un événement, c'est aussi un avènement. Et puis, il faut se rappeler aussi, évidemment, que c'est pas parce qu'il y a pas de date qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, on va en prendre quelques-uns pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire. On y verra aussi le plaisir du récit, parce que raconter l'histoire, faire de l'histoire, c'est aussi le plaisir du récit. Mais avant tout, tu dis, enfin, vous dites oui. Bon, ça, c'est comme on veut. Alors, tu dis que dans l'introduction, l'idée est venue en 2015. Et il me souvient bien que le discours inaugural que tu as fait au Collège de France, tu évoquais déjà la date de 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Sans doute en 2015, beaucoup de choses commencent pour moi. Donc, effectivement, il y avait une leçon inaugurale au Collège de France, mais qui intervenait dans un contexte bien particulier, dont on se souvient, qui nous obligeait, qui nous engageait en tant qu'historienne et historiens, toutes et tous, et moi en particulier, qui me trouvais à ce moment-là sous, je dirais, voilà, le coup d'une exposition qui m'amenait à prendre quelques responsabilités. Les responsabilités, je les ai prises de plusieurs manières, et toutes, je m'en rends compte à présent, je m'en avise alors que je n'en étais pas au fond conscient, avait effectivement la date, sinon pour emblème, du moins pour motif. Qu'est-ce qui fait date? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on éprouvait là, je veux dire pendant les attentats de janvier 2015, où j'avais à ce moment-là, avec un écrivain, Mathieu Riboulet, qui était mon ami et qui n'est plus, qui est mort, écrit un livre qui s'appelait Prendre date, et qui était la chronique, en somme, d'une conscience ébranlée par l'événement, la certitude que l'un et l'autre on avait, il y avait des moments comme ça où c'est sûr, où ça ne se discute pas, où c'est au fond, la force de l'évidence de ce que tu appelles l'entaille. Ça, c'est l'événement qui fait irruption dans la vie de chacune et chacun d'entre nous et qui vient au fond brouiller quelques catégories qu'on croit solidement établies, comme le privé et le public. C'est-à-dire comment un événement public devient une blessure privée. Et puis quand je faisais cette leçon inaugurale au Collège de France dont tu parles, c'était le 7 décembre 2015, je l'avais préparé, et puis je l'ai entièrement refait, évidemment, sous l'effet de souffle des attentats du 13 novembre. Ça commençait à faire beaucoup, et on a, à ce moment-là, avec les éditions du Seuil, avec Séverine Nickel, avec Caroline Pichon qui est ici et que je remercie, commencer à réfléchir à la façon dont on pouvait, au fond, dire ça collectivement. Et ça a été l'histoire mondiale de la France qui, elle aussi, prenait la date pour motif narratif. Et en même temps, Serge Laloux, directeur des films d'ici, me proposait de travailler avec lui à une série documentaire pour Arte, qui va nous prendre beaucoup de temps, dont le livre est issu, dont le livre est d'une certaine manière l'avant-texte de ces films, on y reviendra, et qui s'appelait Quand l'histoire fait date. Et c'est au moment d'écrire la préface de ce livre, ou son introduction, que me vient l'idée que prendre date,
l'histoire mondiale de la France, et aujourd'hui, quand l'histoire fait date, fait triptyque d'une certaine manière autour de cette question, voilà, de ce qui fait événement, ce qui crée événement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité les disposer, ces dates, non pas de manière chronologique, comme prendre date évidemment, et aussi quand l'histoire fait date, mais d'une autre manière dont on parlera ensemble. En lisant le livre, j'ai pensé à Michelet, que tu cites souvent, et notamment dans son journal, il est en carrosse, il s'arrête, il va visiter les lieux et tout ça, et donc tu as visité aussi beaucoup de lieux, des dates en question, et donc c'est une appréhension physique aussi d'un événement. Oui, c'est très juste. C'est vrai que d'abord, ça me touche ce que tu dis, parce que pour moi, prendre date, c'est aussi avoir rendez-vous dans des lieux d'histoire ou de mémoire, où on peut dire simplement, et c'est peut-être le leitmotiv de ce livre ou des émissions qui le précédaient, ça a eu lieu. D'une certaine manière, l'ensemble de la narration vient déplier cette expression faussement banale. Ça a eu lieu. C'est-à-dire que du temps vient se déposer dans de l'espace, et le temps n'est plus, mais l'espace est là, et on peut le visiter. Et donc on allait rendre visite au lieu, ça s'appelle tourner, faire des documentaires. Donc quand c'était à Hiroshima, on allait à Hiroshima pour aller voir effectivement pour documenter la sortie de prison de Nelson Mandela. On allait au Cap, etc. Jusqu'au moment où on n'a pas pu le faire, parce que les derniers épisodes de la série devaient être tournés en mars 2020, donc ne l'ont pas été. Donc il y a des derniers épisodes qui sont aveugles, et le livre l'est aveugle, puisque d'une certaine manière, je publie là les scénarios qui étaient au fond l'invitation au voyage. Bon, mais moi j'aime voyager, mais j'aime aussi lire les récits de voyage. J'aime les images, mais j'aime aussi les récits littéraires qui les décrivent. Et on a fait ce choix parce que, au fond, pourquoi faire un livre? Je veux dire, on a fait des émissions. Ok, ces émissions, elles ont été diffusées sur Arte, elles sont disponibles sur YouTube. Je pense qu'elles ont vécu leur vie et elles continuent à le faire. Et on va alimenter la collection. On va faire une nouvelle salve de quand l'histoire fait date. Bon, c'est une histoire vivante. Après tout, on a voulu faire des documentaires. Donc pourquoi aujourd'hui les transformer en livre? Je voulais surtout pas que ça devienne une sorte de produit dérivé, ce qu'on appelle vilainement une novélisation dans l'histoire. Il n'y aura pas de t-shirt? Il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de mug, il n'y a pas de pins parlants. Enfin, pour l'instant, en même temps, vous savez, on part avec des grandes idées désintéressées, puis après, tu sais bien, si ça marche vraiment, on va réfléchir. Et donc, on a fait un choix très, très radical. On s'est dit, voilà, ces documentaires où j'avais vraiment, c'est ça la beauté de ce travail. Il va falloir que je m'explique avec cette idée un peu extravagante que je publie en mon nom propre. Un livre qui est en fait très personnel, mais qui rassemble une œuvre éminemment collective, les historiennes et les historiens qui m'ont aidé, puis les réalisatrices et réalisateurs. Enfin voilà, le cinéma, c'est vraiment c'est un chantier collectif, et c'est ça qui est magnifique. Et moi, ce que j'ai appris dans cette expérience télévisuelle, c'est le lâcher prise, c'est faire confiance aux images. Je faisais des scénarios qui étaient très copieux, très épais, et à la fin, si je n'avais publié que le verbatim, ce que je dis, ce qu'on m'entend dire, ça serait très mince. Et on se dirait, ah oui, ça s'est réduit. Oui, mais ça s'est réduit comme un bon cuisinier fait une réduction. C'est-à-dire que normalement, le sucre reste, et tout ce que je n'écrivais pas, tout ce que je ne disais pas, les images, au fond, le disaient. Donc, évidemment, ce que je publie là, c'est à la fois un avant-texte par rapport aux images, mais également des textes que j'ai repris avec d'autres pour tenter l'aventure différemment. Oui, puis mais c'est vraiment un travail d'historien.
je rebondis sur ça a eu lieu. Bon, on prend l'exemple, par exemple, d'Alésia, la bataille d'Alésia avec Vercingétorix. Alors Vercingétorix, si je puis dire, aux archives de la préfecture de police, il n'y a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. On a un dossier documentaire assez mince, mais on a un imaginaire national et culturel, mais pléthorique. Et alors, en tirant le fil, on va très loin, puisqu'on peut partir donc de la guerre des Gaules de César. Il y a les fouilles archéologiques à l'île Sainte-Reine, mais on peut aller jusqu'à Napoléon III, bien évidemment, avec cette immense statue qu'il y a à l'île Sainte-Reine. Et puis, on a le récit de Camille Jullian, hein, qui fait du Cécile B2000, hein, avec l'armée de secours d'Alésia de 250 000 Gaulois. Et puis, on a Pétain. Et on a des Vercingétorix sur des boîtes de camembert, et puis on a évidemment ce petit personnage qui s'appelle Astérix. Donc, on va toujours très loin à chaque fois. Oui, c'est-à-dire que non seulement on doit se poser la question de quand date la date, quand on l'a vu à la télévision, comme effectivement l'exemple que je donnais tout à l'heure, la libération de Mandela, on n'a pas de doute. Quand on est effectivement dans des périodes plus anciennes et des régimes documentaires plus incertains, comme la bataille d'Alésia, on peut se poser la question de savoir depuis quand on se souvient de cet événement en tant qu'il ferait date. Voilà. Et puis il y a d'autres dates plus anciennes et plus incertaines, comme la fondation de Rome, où là, d'une certaine manière, c'est pas la fondation de Rome qu'on doit dater, mais c'est l'avènement du mythe de la fondation de Rome. Donc ça, effectivement, ça complique, je dirais, la narration en amont et en aval. D'une certaine manière, tous ces faits d'histoire sont, tu l'as dit, indissociables de leur mémoire, et c'est toujours par la mémoire qu'on arrive à l'histoire. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée de thématiser une opposition entre la mémoire et l'histoire. L'histoire serait une forteresse assiégée par l'effervescence de mémoires contrariées ou adverses. Non, ça commence toujours par... je me souviens par exemple le premier épisode, le pilote. C'est 1492. Tiens, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, avec Thomas Cousseau, le Christophe Colomb. Et c'est pas dans le livre, mais c'est le premier mot du premier épisode où je dis, je ne sais pas ce qu'est une date. Ce que je sais, c'est que ce que la mémoire en fait. Bon, d'abord, je trouve pas mal que le premier mot d'un livre qui a l'outrecuidance de prétendre à la première personne, mais j'expliquerai tout à l'heure qui est derrière cette première personne, faire l'histoire de Lascaux à Mandela, commence par je ne sais pas. Mais ensuite, effectivement, dire ce qui vient avec nous depuis ce passé ancien et dans une gangue de mémoire qu'on n'a pas besoin ni forcément envie de dépioter comme un oignon, parce que ça nous ferait pleurer d'abord. Et Camille Jullian a écrit Vercingétorix, et si vous prenez par exemple Christian Goudineau, qui a été mon guide sur cet épisode, parce que chaque narration est suivie de ce qu'on a appelé un making-of, où je dis mes dettes et mes lectures. Évidemment, le dossier Vercingétorix de Christian Goudineau, c'est formidable. Lui, il a travaillé à détricoter tous les mythes. Et puis, tu parlais d'Astérix. Il y a cette fameuse case où on voit Vercingétorix jeter ses armes sur les pieds de César. C'est une invention, on le sait, de la peinture disons pompier du XIXe siècle, et Christian Goudineau, éminent spécialiste de la Gaule romaine, professeur au Collège de France, tu veux que je dise quelque chose? C'est pas idiot. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. À la fin de sa vie, on peut dire, dans ma propre tête, l'image de Vercingétorix, c'est celle-là que j'ai vue petit dans mes premiers livres d'histoire, et aucun argument scientifique, y compris ceux que j'ai moi-même produits,
ne la fera disparaître. Et cette idée, que, au fond, un historien de métier est impuissant face à une imagerie qui l'a fait rêver enfant, cette idée me plaît. Mais attention, c'est pas pour ça que c'est une histoire inévitablement au second degré. Parce qu'on pourrait dire effectivement de la bataille d'Alésia que c'est un chapitre d'histoire contemporaine. Ça ne fait date véritablement qu'à partir de Napoléon III, à un moment où on a très envie, après Sedan, de considérer qu'un pays défait, comme la Gaule, et il y avait un certain art français de perdre la guerre, qui commence bien avant Napoléon III, pouvait être auréolé de sa défaite, et que la défaite était civilisatrice. C'est une idée consolante qui plaisait beaucoup à Napoléon III, et c'est à partir de ce moment-là que, évidemment, la bataille d'Alésia prend une importance dans l'imaginaire du roman national. Mais on ne peut pas accepter l'idée que l'histoire, ça ne soit que ça ne soit que, au fond, une déconstruction des imaginaires. À un moment, ça a eu lieu, probablement là, très certainement là, à Alice Saint-Reine, parce que voilà, on le décrit, et on veut aussi produire un savoir positif. Voilà, et ça me paraît important, ce rapport entre l'histoire et la mémoire, ne pas négliger la mémoire, ne pas être en surplomb face à ces constructions imaginaires, mais ne pas s'en laisser compter non plus, et à la fin prendre ses responsabilités, parce qu'après, effectivement, cet épisode, il est intéressant, me semble-t-il, parce que, comme vous le savez, il y a une sorte de fausse polémique qui rebondit sans cesse sur où est Alésia. On sait très bien où est Alésia. En fait, on sait très bien où est Alésia. Et donc, il y a différents épisodes comme ça, l'an 1000, etc., qui posent des problèmes sur ce qu'on appelle les fake news, le complotisme, etc. C'est-à-dire, voilà, on est historien dans une époque qui est la nôtre, donc c'est avec notre époque qu'on doit faire de l'histoire. Alors, il y a des points qui étaient quand même pas faciles à éclaircir. Je prends le chapitre sur Lascaux, la grotte de Lascaux. La datation, elle est très très difficile à établir. C'est le paléolithique supérieur, disons au 18 000 avant Jésus-Christ. Sachant que les datations, c'est compliqué, parce que si par exemple on trouve des pigments avec des matières organiques, on peut dater au carbone 14, mais sinon on ne peut pas. Et on a des dessins. Alors là où c'est très très intéressant, c'est que chaque chapitre est une historiographie aussi. On voit toutes les études qui ont été faites, y compris les études les plus récentes, bien évidemment. Mais ça pose la question de savoir comment on regarde une œuvre d'art. En l'occurrence, les dessins sur les grottes. Est-ce que c'était des dessins qui étaient destinés à être vus? On ne sait pas. Le danger, c'est de projeter nos propres habitudes de vision d'une œuvre d'art sur une période totalement inconnue. Et en même temps, il y a quand même une date, c'est aussi 1940. Ce sont ces enfants qui, en pleine pagaille, en pleine défaite de la France, vont découvrir la grotte de Lascaux. Et là aussi, ça va amener un discours régénérateur, en quelque sorte, de la part du Journal des débats, je crois. Oui, tu as raison. En fond, une histoire au second degré de la grotte de Lascaux pourrait prendre comme date, la date réelle, la seule certaine, la découverte archéologique. D'une certaine manière, c'est la seule date qui soit véritablement historique, c'est le moment où la grotte réapparaît. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'avait fait pour l'histoire mondiale de la France, où Lascaux était raconté en 1940. C'est Yann Potin qui avait écrit l'article, c'est lui qui est, disons, mon conseiller sur l'ensemble de la série, et c'est lui qui a signé avec François Bon, qu'on voit à l'écran, éminent préhistorien de l'université de Toulouse, le dossier documentaire sur lequel je m'appuie, et j'en profite pour dire effectivement que dans ces making-of, je décris la manière dont j'ai travaillé, c'est-à-dire avec qui, et c'est-à-dire grâce à qui. Pas seulement ceux que j'ai lus, mais ceux avec qui on a
documenter cette histoire. Le plus simple, c'était de dire, bon, grotte de Lascaux, 1940, en plus c'est une histoire magnifique, c'est une histoire de régénération, c'est une histoire tragique, parce que effectivement les enfants qui la découvrent, il y en a un qui est, donc on est à l'été 1940, il y en a un qui est juif et qui est français que pour quelques semaines encore, bon voilà. Et puis c'est une histoire aussi anthropologique formidable. Il y a un livre de Daniel Fabre qui s'appelle Bataille à Lascaux, qui montre que en fait ces enfants ne sont pas des enfants, sont quand même voilà des ados ou des jeunes adultes. Mais pourquoi a-t-on besoin de dire que ce sont des enfants? Eh bien parce que les apparitions dans les grottes, ce sont les enfants qui en sont les premiers témoins, et qu'il y a évidemment un rapport entre l'apparition de la préhistoire, de la naissance de l'art, de l'origine de l'homme dans une grotte Lascaux à des enfants, avec, disons, les apparitions mariales des années 1860. Donc là encore, il faut déplier. C'est ce qu'on appelle une date épaisse, et je distingue les temps de la grotte, les différents moments préhistoriques, au fond, et historiques qui font le feuilleté de cette histoire. Par exemple, le fait que à quelle échelle de temps, ça c'est évidemment aujourd'hui nous qui réfléchissons à l'Anthropocène, au fait que l'homme est devenu une force géologique, et on tente de reséquencer le temps de l'homme et le temps de la Terre. C'est évidemment quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une grotte ornée, il faut d'abord qu'il y ait une grotte. Pour qu'il y ait une grotte, il faut que quelque chose se soit passé dans les entrailles de la Terre. Il faut surtout que cette grotte soit creusée et ait été fermée géologiquement, qu'elle ait été réouverte, que des femmes ou des hommes y soient rentrés, qu'ils aient fait quelque chose, mais pas trop longtemps, qu'elle se soit ensuite refermée, scellée, et puis ensuite elle est réouverte, découverte, et puis ensuite, comme ça s'est très mal passé, comme vous le savez, à partir de 1940, refermée par Malraux, et aujourd'hui, c'est pas Lascaux qu'on visite, ce sont ces répliques, Lascaux 2, 3, 4. Donc ça, c'est absolument passionnant, mais j'en profite pour dire, Gilles, que je ne suis pas historien de ça. Je ne suis pas préhistorien. Et donc, c'est pas pour me défendre, c'est pour m'exprimer que je dis, au fond, qu'est-ce que ça veut dire de publier aujourd'hui un livre qui parle de tout ça, que au moment où par ailleurs on doit, tu le fais, on le fait tous, comme voilà, on le fait au rendez-vous de l'histoire de Blois, défendre le régime de vérité spécifique des historiens. On l'avait fait de manière collective avec l'histoire mondiale de la France. Là, je le fais en mon nom propre. Et est-ce que c'est pas une régression? Je me pose la question. Je me conteste moi-même. Alors, je ne suis pas historien de Lascaux. Je ne le serai jamais. Je ne suis pas historien d'Hiroshima. Je ne le serai jamais. Mais dans ce livre, j'établis un passage entre Hiroshima et Lascaux, parce qu'on va en parler, peut-être. Il y a ce dont je suis historien, c'est de la composition de ce livre, en 10 manières de créer l'événement. Il y a 30 épisodes qui sont appareillés 3 à 3, et qui, par exemple, là, sur ce motif-là de l'apparition et de la disparition, je fais suivre Hiroshima et Lascaux. Pourquoi? Parce que Bataille à Lascaux, ça veut dire aussi que Georges Bataille a écrit sur l'art préhistorique et qu'il a vu dans cette scène stupéfiante du début de l'homme la possibilité de la fin de l'homme, parce que il écrit après Hiroshima. Et il l'écrit dans son livre sur Lascaux. Je vois là l'éclair d'Hiroshima. Et est-ce que l'après-histoire, le moment où nous n'y étions pas encore, rimerait avec l'après-histoire, le moment où nous n'y serons plus, et où il n'y aura plus que le temps de la Terre? J'ai tenté avec une menace nucléaire qui revient. Voilà. Et j'ai tenté effectivement, dans ce livre, en organisant
voilà, les épisodes, de proposer ces différents chemins. Une manière de répondre à la question que je m'étais posée à moi-même, non pas parce que je ne veux pas répondre à tes questions, mais je m'en pose d'autres. L'histoire, c'est une discipline qui est fondée sur une méthode elle-même, qui est exigeante quant à l'exploitation directe de la documentation. Et en cela, je ne suis pas historien d'Hiroshima ou de Lascaux, mais être historien, c'est aussi avoir un regard. Ce regard, il s'atténue ou il s'opacifie ou il se trouble dès lors qu'on n'exerce pas la méthode. Mais quand on l'exerce, et je continue à l'exercer, on peut aussi être historien de ce qu'on ne connaît pas directement. Voilà. Mon précédent livre, Au Seuil, s'appelait La Trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan. C'est le maximum de ce que je sais vraiment, directement. Je ne peux pas faire plus. J'ai travaillé 15 ans, et en travaillant 15 ans, tout ce que je peux faire, je suis désolé, c'est l'histoire du souvenir d'Ambroise de Milan. Sur Milan, déjà pas mal. Mais plus, je ne peux pas. Là, évidemment, c'est beaucoup plus, tellement plus, donc c'est autre chose. Et cette autre chose, je pense que c'est important de l'exprimer aussi. Donc c'est une manière, au fond, de se demander qu'est-ce que c'est qu'être historien de période ou de questions qu'on n'a pas directement étudiées. Alors, c'est une question que je voulais poser à la fin, mais bon, je vais la poser maintenant. Faire de l'histoire aujourd'hui, donc c'est s'appuyer sur des travaux, sur des sources, sur une méthode. Et on sait très bien aujourd'hui que souvent l'histoire est complètement manipulée, elle est niée, le travail historique est nié. On en a vu un épisode, par exemple, lors des dernières élections présidentielles, avec un candidat que vous connaissez qui parlait dans un clip, derrière un micro qui rappelait le 18 juin. Il se référait en même temps à Jean Moulin et au maréchal Pétain, ce qui est quand même un grand écart. Et le Canard enchaîné, à l'époque, avait relevé toutes les erreurs chronologiques de dates qu'il pouvait commettre. Donc, ce qui est intéressant quand on est historien, c'est qu'on travaille sur une période. Bon, on a établi un dossier, on pense que c'est provisoirement, disons, les bases y sont, mais 10 ans après ou 20 ans après, il faut revenir, y compris quand il y a des remises en cause, des amalgames et des contre-vérités qui sont proférées. Donc, c'est un travail qui est constamment sur l'atelier. Oui. Donc c'est presque une position politique, d'une certaine façon, c'est un acte politique de faire de l'histoire comme tu l'as fait. Ça, de toute façon, si ça n'avait pas de dimension, disons, politique ou civique ou publique, bien sûr qu'on ne le ferait pas. Cette émission, au départ, c'était ça, c'était d'imposer à la télévision, de proposer à la télévision, au nom de la diversité, de la diversité des approches, de la diversité des périodes, de la diversité des styles narratifs, une manière de raconter l'histoire qui raconterait en même temps la façon dont on l'a fait. Certains qu'on ne perd pas le grand public en disant ces méthodes, parce qu'au fond, lorsque je parle d'Akhenaton, il y a un épisode sur Akhenaton 1348 avant notre ère, disons 1348, disons vers 1350 avant notre ère. Au fond, ce qui nous intéresse plus que le pharaon, c'est l'égyptologue. Donc l'enquête, le motif de l'enquête. Si on veut intéresser les gens à l'histoire, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Donc, du point de vue, je dirais, de l'intérêt, de l'économie de l'attention, on ne perd rien à montrer comment ça marche. Et du point de vue de ce que j'appelais le régime de vérité spécifique aux historiennes et aux historiens, le fait que, au fond, les hommes politiques peuvent, de toute façon, je n'ai pas à dire qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas, parce que quand bien même je dirais qu'ils ne peuvent pas, ils le feront quand même, peuvent articuler un discours sur le passé, mais que ce discours n'a pas la même valeur que celui qu'une historienne ou qu'un historien de métier pourrait
articulé. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut l'affirmer, ce discours, oui, mais pas en haussant la voix. Autre conviction, l'histoire, comme discipline, ne s'affaiblit pas en exposant ses fragilités et ses incertitudes. Voilà. Je ne sais pas, étant l'incipit obligé de tout discours de vérité. Tu parlais de Mandela tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y a une date. Il est libéré en 1990. Il a passé plus de 40 ans en prison. Rien n'est fait, puisque la question de l'apartheid, donc tu remontes pour expliquer un petit peu depuis la guerre des bourgs comment il s'est installé. L'apartheid existe encore d'une certaine façon, et c'est Barbara Cassin qui soulignait ça. Ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'il y a eu cette commission vérité et réconciliation qui avait été menée. Donc d'une certaine façon, là aussi, c'est un exemple qui montre que rien n'est terminé, même quand on pense que le leader est libéré, mais qu'il faut continuellement aller plus loin. C'est ça. Alors cet épisode qu'on a fait avec François-Xavier Fauvel, eh bien, il s'inscrit dans le livre Quand l'histoire fait date qu'on présente aujourd'hui, dans une des 10 séquences qui s'appelle Fondation et refondation, pour donner un exemple de cette reconnaissance par assonance des événements les uns envers les autres. Donc là, on va parler, non pas en même temps, mais successivement, de Mandela, qui refonde la nation sud-africaine comme espace post-racial. On l'espérait à ce moment-là, au moment de sa libération, ou directement au moment de son élection comme président en 1994. On parle aussi de 1776, de la fondation, disons, de la première nation américaine avec l'indépendance américaine de 1776, et puis on parle aussi du serment du jeu de paume, et dans ces moments de fondation, refondation, ce qui est en jeu, c'est le corps politique, c'est ce que tu appelais la régénération, et c'est effectivement cette capacité, au fond, à prendre date avec l'avenir. Bon, eh bien, cette manière de voir les choses permet à la fois d'épaissir la date et de retourner le point de vue. D'épaissir la date, c'est de dire, comme évidemment on ne va pas s'arrêter à ce qu'on a vu à la télévision. Nelson Mandela sort de prison. On raconte évidemment sa captivité, on raconte la lutte contre l'apartheid, on raconte les guerres anglo-néerlandaises, et on va jusque, d'une certaine manière, la colonisation du Cap. Et donc ça nous permet effectivement de dire, tiens, là on est au XVIIe siècle, on a vraiment reculé. Et donc on dit, finalement, l'Afrique du Sud, c'est le premier pays africain à avoir été colonisé, XVIIe siècle, le dernier pays africain à avoir été décolonisé. Donc on a effectivement pris de l'ampleur. Et puis tu parlais des lieux. On a été au Cap, on a été évidemment filmer la prison de Mandela, et depuis sa cellule, il y a, qui aujourd'hui, on la visite, ce sont les anciens forçats, les anciens prisonniers. C'est pas si vieux que ça, quand même. C'est les années 90 qui les font visiter. De la cellule de Mandela, il y a une toute petite fenêtre, et puis il y a une belle photo du président Barack Obama qui visite cette cellule. À ce moment-là, Mandela est encore en vie, et qui regarde en fait le Cap depuis en fait l'extrémité australe du continent. Et dans ce cas-là, ce point de vue-là, voir notre histoire depuis ce fenêtron d'un homme en prison, ce sont ces histoires effectivement de retournement de point de vue, y compris d'ailleurs de projection cartographique. Ça nous permettait de dire, mais au fond,
depuis cette prison, qu'est-ce qu'on ne voit pas de l'histoire du XXe siècle? Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la carte, mettre le Nord en bas, et depuis l'Afrique du Sud, toute l'histoire du XXe siècle se déploie. La colonisation, la décolonisation, le capitalisme, l'émancipation, les camps de concentration. Non, les lieux, ça me fait penser à Lisbonne. Il y avait les anciens immeubles de la PIDE, de la police politique, où des gens ont été torturés et tout ça. Et il y a eu tout un mouvement pour interdire le fait que ces immeubles puissent être réhabilités en RNB. Donc, ils expliquaient que, non, il y a des lieux qui gardent une mémoire d'une certaine façon. Et il y a des dates aussi qui se juxtaposent ou qui s'effacent. Le 11 septembre, par exemple. 11 septembre, ce sont les Twin Towers, on le sait. Mais il y a eu aussi, le 11 septembre, le coup d'État au Chili en 1973. Et ça c'est bien expliqué dans le livre, comme ça l'était dans l'émission, ça a été un séisme extraordinaire et les ondes de choc se sont reportées prolongées jusqu'en France. Beaucoup de réfugiés chiliens ont été accueillis. Le Altamirano était venu faire une conférence à la mutualité. Et puis c'était un an avant les élections de 1974. Et je me souviens qu'il y avait des articles qui disaient il y a un président élu, Allende, qui a été défait par un coup d'État. Rien n'interdit de penser qu'il pourrait éventuellement se poser, la question pourrait se poser de la même façon en France. Et là, il va y avoir des élections, un deuxième tour au Brésil. Rien n'interdit de penser qu'éventuellement, il pourrait aussi y avoir un coup d'État d'une certaine façon. Oui, et d'ailleurs, l'historienne qui nous a aidé, Maud Chirio, avec Genia Pagliaracchi, a constitué le dossier documentaire sur lequel j'appuie ma narration, qui est une historienne du Brésil, eh bien, elle décrit ça très bien, le rapport évidemment entre démocratie, dictature, et puis violence politique, puisque le grand espoir d'Allende dans toutes les gauches européennes, c'était d'allier le socialisme et la démocratie, ni plus ni moins, le socialisme et la démocratie, un socialisme qui était qui arrivait par les urnes, par le suffrage universel, et qui, à tout prix, parce que Allende avait le souvenir et l'expérience de la guerre civile espagnole, devait échapper à la violence politique. Cet épisode que j'aime beaucoup, c'est le dernier à avoir été tourné, le dernier de la série, et celui qui clôt aussi le livre. C'est pas tout à fait le dernier chronologiquement, puisqu'on a parlé de Mandela. Il correspond bien effectivement à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un événement, d'une certaine manière, là encore, on est quand même assez loin, et les Chiliens, petit pays quand même, 10 millions d'habitants, vraiment à l'autre bout du monde, dans lequel, disait-il, il ne se passait jamais rien, sont devenus à un moment donné l'épicentre de la conscience du monde, et pas seulement parce qu'il y a eu ces vagues de réfugiés, même si c'est intéressant, parce que d'une certaine manière, on peut dire que c'est aussi une date française. 1973, c'est le moment où, en même temps, le droit des réfugiés, précisément parce qu'il y a des réfugiés chiliens et parce qu'on les reconnaît pour ce qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui avec des Syriens, mais on reconnaît avec les Ukrainiens, mais pas avec les Syriens. Tiens, c'est marrant. Le fait que ce sont des exilés politiques, et donc ce sont pas qui viennent, ils sont porteurs d'une cause. Voilà. Et c'est cela qui a changé la législation sur les réfugiés au moment même d'une grande mutation du point de vue de l'immigration, où on arrêtait l'immigration du travail. Bon, bref. Donc c'est une date française importante. Et puis moi, ce qui me bouleverse dans cette histoire, parce qu'on faisait du cinéma, c'était que, au fond, c'est quoi le lieu du 11 septembre 1973? Oui, il y a le palais de la Moneda.
Oui, il y a les stades nationaux, le stade national où on a torturé, effectivement, et exécuté les opposants à la junte militaire de Pinochet. Mais je dirais que le lieu de cet événement, c'est le cinéma documentaire. Parce que il y a évidemment un grand cinéma documentaire chilien, mais il y a aussi européen, il y a des Français, il y a plein de gens qui sont en train de tourner, au fond, à ce moment-là, et qui documentent. Voilà. Et Patricio Guzman est un de ceux-là, et je suis sur les dernières pages, en fait, toute la filmographie de Patricio Guzman, jusqu'à ses derniers films, Nostalgie de la lumière, qui peut sembler, au fond, métaphoriser tout ça. En réalité, pas du tout, parce que dans Nostalgie de la lumière, si j'ai un film à vous conseiller, si vous aimez l'histoire... La Nostalgia de la Luz, en plus, c'est tellement beau. Oui, c'est dans le... C'est dans le désert. On a à la fois des astronomes qui fouillent le ciel, cherchent les étoiles. On a des veuves qui fouillent la terre, cherchent leurs morts. Les os ont été brisés. Les os ont été brisés. Et au fond, on se rend compte que poétiser l'histoire, enfin c'est ce que je crois, c'est ce que j'espère, c'est pas l'euphémiser. C'est pas s'éloigner de la douleur, de la souffrance, de la sincérité et de la brutalité des événements. C'est poursuivre le travail. Voilà. Et comme c'était du cinéma documentaire, j'avais j'avais envie que le dernier mot revienne au cinéma, parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est avoir le dernier mot. Le dernier mot dans le film, ce sont des images absolument bouleversantes quand les femmes sont invitées par les scientifiques à venir au laboratoire. Et là, on est étreint par l'émotion parce que c'est bouleversant. Et effectivement, c'est la conjonction entre l'infiniment petit, ces femmes qui fouillent le sol pour retrouver des petits ossements, et l'infiniment grand qui est l'espace. On va laisser la parole à des personnes qui voudront poser des questions, mais je voudrais peut-être qu'on évoque la nouvelle série. Alors, oui, faire l'histoire, ça a déjà été utilisé ce terme. Oui, oui. Tu sais, alors moi je vais te dire franchement, le problème des titres, c'est que en histoire, c'est une manière aussi pour moi de continuer à payer mes dettes. Il n'y a qu'un seul titre, qu'un seul bon titre. C'est la fabrique de l'histoire. Tous les autres, c'est moins bien. Voilà. Mais nous sommes toutes et tous les filles et les fils de la fabrique de l'histoire. Voilà. De l'émission d'Emmanuel Laurentin. On peut. Vous avez l'atelier de l'histoire. Ouais, mais la fabrique c'est mieux. La fabrique c'est mieux. Hein, ouais. Voilà. Donc, de toute façon, tous les autres titres sont pourris. Voilà. Donc, faire l'histoire, bon, mais c'est une émission sur les objets. Et donc, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est-à-dire que là, on commence la 4e saison. On les a, ils sont tous disponibles sur le site d'arte.fr et puis sur toutes les plateformes. Voilà, il y en a 60 épisodes de 17 minutes. Je les ai également recomposés par thématique. Dans la lancée de ce livre, j'étais chaud, hein, donc j'ai continué. Donc par exemple, je sais pas, il y a une thématique pratique électorale. Ouais, donc il y a à la fois l'urne, donc ça c'est pour choisir l'urne électorale. Il y a l'ostracone, hein, ça c'est exclure, donc ça c'est effectivement les tessons de céramique sur lesquels on incisait le nom des notables grecs trop puissants pour que la démocratie les supporte. Et puis il y a la boule de loto à Venise au XVe siècle, pour montrer. Tu t'allais animer un jeu sur TF1. Non, pas du tout. Non, c'est juste pour montrer que dans les pratiques électives, on peut choisir, on peut exclure et on peut aussi tirer au sort. Et c'est évidemment quelque chose qui est très actuel. Mais la vraie différence avec Quand l'histoire fait date, c'est que c'est pas moi qui parle, c'est mieux. C'est
Mathilde Larère qui parle de l'urne électorale, c'est Paulin Ismar qui parle de l'ostracon, c'est Claire Jude de la Rivière qui parle de la boule de l'auto. Et donc, ce qui me fait plaisir avec ce passage de quand l'histoire fait date à faire l'histoire, c'est que, d'une certaine manière, ça rejoue ce geste initial de 2015 qui est que le problème, quand je disais je ne veux pas avoir le dernier mot, c'est sérieux. La monopolisation de la parole par un petit nombre de mecs, c'est quand même une pente qui n'est pas fatale, mais qui est assez raide de l'histoire publique. Voilà. On le voit ici. Bon. Et il faut faire des efforts pour la contrarier ou pour aller à l'encontre de cette pente, sachant que la télévision, c'est un média de rendez-vous qui, au fond, ne dit qu'une chose, la formule du désir, pour Jacques Lacan, encore. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, on en veut encore. Donc, on veut encore du Quand l'histoire fait date. On va vous en livrer. Il y aura une 4e saison. Mais je voudrais, moi, ne pas céder sur l'idée que c'est bien que quelqu'un incarne à un moment donné, disons, la discipline historique. Je tente de faire autant d'efforts possibles pour pluraliser cette parole, pour dire c'est moi qui parle, mais je suis très nombreux, il y a un tel, citer mes sources, etc. Mais c'est mieux encore si je donne la parole à quelqu'un qui prend le récit en compte. Maintenant, c'est plus difficile. Pas parce que c'est moins intéressant, mais parce que c'est moins accepté. Et ça, je veux dire, il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde accepte, y compris le public, que la télévision cesse d'être un média de rendez-vous pour être un média de découverte. Non, puis en plus, la réalisation est formidable, parce que l'urne, il y avait 2 urnes, il y avait l'ancienne urne et puis la nouvelle. Elle nous montre comment ça fonctionne, et puis Sophie Reculin, là, qui a fait, ou qui va faire, je ne sais pas si ça a été diffusé. Qui a fait, oui, l'histoire des nuits urbaines. La nuit au XVIIIe siècle. Bon, il y a des illustrations qui sont parfaitement... Oui, c'est vraiment bien. Oui, c'est vraiment. Mais c'est un truc que tu connais aussi en journalisme. On est soumis. Moi, par ailleurs, je fais partie de ce système-là. J'anime une émission de radio, etc. C'est extrêmement difficile de faire admettre, aux tutelles, aux programmateurs, qu'on peut inviter d'autres gens que des gens qui sont déjà connus. C'est pas facile. Mais on peut le faire. Mais on doit le faire. Et en leur laissant la parole, parce que je me souviens des émissions de Jacques Le Goff. Il invitait toujours une historienne ou un historien, c'était un jeune doctorant en général, ou qui venait de soutenir sa thèse, et puis il parlait pendant 10 minutes comme ça, et puis oui, je suis d'accord, disait le. Ouais, t'es un peu salaud. Moi, Non, mais je l'adore, hein, je l'ai adoré, hein, bien sûr, mais ça me faisait rire parce qu'en fait, il gardait la parole, quoi. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène? Oui. Merci. Moi, j'avais une question que je me suis posée en vous écoutant, c'est comment se fait le choix de choisir de traiter de cette date-là? Parce que d'une certaine façon, vous aussi, vous participez à réactualiser le fait que cet événement est une date, en choisissant spécifiquement celle-ci pour l'émission. Est-ce que c'est une question d'échelle, parce que c'est celle-ci qui a eu un impact plus fort, etc. Comment se porte le choix, en fait, sur ces événements? Alors, vous avez raison. Sur les 30 dates, d'ailleurs, le livre commence comme ça. On les met sur une frise, qui n'est pas tout à fait une frise horizontale, mais qui est comme une sédimentation archéologique. On les situe sur un globe, et donc on comprend déjà qu'on a voulu les étaler, c'est-à-dire à la fois les étaler dans l'espace et dans le temps,
et faire en sorte qu'il y ait à la fois une date africaine, Mansa Moussa, roi du Mali, voyage à la Mecque en 1324, une date chinoise, 1860, l'incendie du palais d'été de Pékin, enfin bon bref, même 1911, la découverte du pôle Sud, bon. Et pourtant, cette idée, l'idée était moins de faire une histoire du monde en miniature que de rassembler une collection de problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, ça s'appelle 10 manières de créer l'événement, parce que c'est une façon c'est comme une... Si je n'avais pas peur de paraître pompeux, je dirais c'est une grammaire de l'événementialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un événement et quels sont les types d'événements entre des dates certaines et des dates incertaines, des dates qui apparaissent immédiatement comme voilà une rupture et d'autres qui sont jamais que ils ont l'ombre portée d'une construction très postérieure, voilà. Tout cela crée en fait les conditions d'une collection qui est plutôt méthodologique. Et puis j'avais envie, quand je disais de les faire rimer, j'avais envie de traiter de problèmes. Par exemple, bien sûr qu'il nous fallait une date égyptienne, donc Akhenaton, très bien. Mais Akhenaton, c'est intéressant parce que c'est vraiment le pharaon le plus atypique, celui qui a suscité une politique de la mémoire de damnatio memoriae, et dont on se souvient le plus, pourtant. Voilà, c'est un règne aberrant, celui qui a inventé le monothéisme, etc., enfin, plus ou moins, et qui va à l'encontre d'une tradition pharaonique, et qui, finalement, dont on se souvient parce qu'on a voulu l'oublier. Et je le mets en regard avec l'épisode 17 octobre 1961, qui m'intéresse, évidemment parce qu'il faut parler du massacre colonial à Paris, qu'il faut parler de la guerre d'Algérie, etc., mais parce que ce qui m'intéresse de raconter, c'est comment, ce qui est là encore très romanesque ou très lié à une enquête journalistique ou de détective, dans les deux cas, on a voulu effacer les traces, et lorsqu'un pouvoir veut effacer des traces, il en laisse d'autres. Pas simplement celles qu'il a oubliées, mais celles qui laissent d'avoir effacé les autres. Et ça, une fois qu'on a compris ça, on peut faire de l'histoire sur tout. C'est ce que j'appelle le regard historique. Voilà. Une autre question ? Monsieur, oui ? Oui, donc j'ai une question qui est relativement simple. Donc, à quoi servent les chronologies ? Alors là, c'est pas chronologique. Là, c'est pas chronologique. Justement, on a défrisé le cours du temps, c'est comme ça que ça s'appelle, dans l'introduction, pour montrer que la chronologie est, au fond, un artifice qu'on se donne pour construire le temps, mais que ce n'est pas ainsi que le temps nous est donné. Et chacun peut en faire l'expérience. Moi, quand je pense à ma vie, je ne la déroule pas avec la netteté sage d'une frise d'écolier. Il y a effectivement quelqu'un meurt, parce que c'est quand même souvent les disparitions et c'est un pan de votre passé qui revient. C'est pour ça que je disais que la frise chronologique devient une sédimentation archéologique. Globalement, en archéologie, le plus ancien est le plus profond. On le voit dans Pompéi. Mais globalement, c'est pas si vrai que ça. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'archéologie pour penser que le temps s'empile sagement. En fait, tout ça, se chahute et il y a des remontées du temps. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reséquencer le temps. Et donc cette frise chronologique, je dirais du point de vue visuel, dans les
dans les documentaires, et le co-auteur de ces documentaires, c'est Denis Van Varebeek, qui a été l'inventeur de cette visualité. C'est une frise qui se forme, qui se déforme, qui se reconstitue, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que l'ordre chronologique n'est pas un donné, c'est un construit, et à un moment donné, il faut comprendre comment on le construit, comment on met les dates dans l'ordre, qui n'est, au fond, qui est chronologique, mais qui n'est pas si logique que ça. Donc, à ce concours, vous avez dit que vous avez choisi par thème, à peu près. Oui. Oui, vous disiez que vous aviez choisi à peu près par thème de 3. Et je voulais savoir donc quel est le rapport justement avec la production à la télé. Parce que dans Arte, par exemple, le premier épisode, c'est Jésus, après c'est Islam, après c'est 1492. Les 3 thèmes, ils sont pas forcément Non, pas liés. du tout. Non, ça, effectivement, à la télé, c'est ce qu'on appelle un diffuseur. Hein. Une fois qu'on a livré, eh ben, ils en font à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Bah, ça dénature. De toute façon, voilà, tout dépend ce qu'on veut faire. Là, par exemple, dans le livre, effectivement, ça commence pas très loin de ce que vous dites. Ça s'appelle Année ronde en 0. Ça commence par l'an 1000. C'est une manière de dire qu'est-ce que c'est qu'une date. C'est une façon, quand on dit aux enfants, il faut retenir les dates, on suppose qu'ils connaissent l'événement, il faut qu'ils trouvent le millésime. Là, c'est l'inverse. Le millésime, c'est 1000, mais on cherche l'événement. Voilà, il ne s'est rien passé. Donc, c'est en 1000, en 0, crucifixion, et puis l'égir, qui est le passage, quel est l'an 1 de l'islam. Voilà, ça c'est une manière de construire voilà, une séquence. Il y en a d'autres. On fait de l'histoire bataille, par exemple, avec la bataille de Borodino, 1812, la bataille de Panipat, le roi, petit roi de Kaboul, Babour, 1526. Bon, voilà. C'est aussi ça a été ma fierté, c'est de pouvoir mettre à la télévision de l'histoire moghole du XVIe siècle ou de l'histoire du royaume malien du XIVe siècle. Une dernière question, madame ? Je voulais juste dire que c'est aussi le spectateur qui pervertit l'ordre du distributeur. C'est-à-dire qu'on ne suit pas les émissions telles qu'elles ont été présentées dans l'ordre. Donc Tout à fait. On retrouve la dynamique que vous avez voulu introduire en piochant là où notre subjectivité nous emmène. Et quand on a fait l'histoire mondiale de la France, on a dit sur tous les tons, s'il vous plaît, ne le lisez pas dans l'ordre, surtout pas dans l'ordre. Et d'ailleurs, on a donné tous les éléments, il y avait des renvois, des index, etc. Et là, franchement, je détesterais pas qu'on le lise dans, pas l'ordre, c'est pas l'ordre, mais c'est un ordre. C'est une composition, c'est une proposition. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc le livre sort aujourd'hui.